tous, je m'appelle Kenza El Ouazani, je suis interne de rhumatologie au CHU de Bordeaux. Je vais vous parler des issues maternelles, embryofétales et néonatales après une exposition au belimumab pendant la grossesse chez des patientes atteintes de lupus érythémateux systémique. Pour commencer, quelques brefs rappels sur le lupus. Il s'agit d'une pathologie auto-immune rare qui affecte majoritairement des femmes en âge de procréer avec un sexe ratio de 9 femmes pour un homme. La grossesse dans ce contexte est associée à un risque majoré de complications materno-fétales, notamment en présence de certains facteurs de risque, comme on l'a vu, qui sont maintenant bien identifiés. Par exemple, dans le cas de la prééclampsie, on sait que le fait d'avoir un antécédent de néphrite lupique, le fait d'avoir une hypertension chronique ou encore d'avoir un lupus qui est actif en début de grossesse constituent des facteurs de risque de faire une prééclampsie pendant la grossesse. La prise en charge de ces patientes est d'autant plus complexe qu'il existe peu d'options thérapeutiques pour le moment pendant la grossesse. Le belimumab, quant à lui, a été la première biothérapie approuvée dans le lupus. Néanmoins, les données de sécurité quant à son utilisation dans le contexte de grossesse demeurent pour le moment limitées. L'objectif de notre étude était donc d'évaluer chez des patientes atteintes de lupus exposées au belimumab durant l'année qui précédait la grossesse les issues maternelles, embryofétales et néonatales selon la poursuite ou l'arrêt du traitement au moment de la conception. Pour ce faire, nous avons mené une étude nationale multicentrique et descriptive avec des données recueillies entre mars 2016 et juillet 2025. Nos données provenaient de 3 sources distinctes. Tout d'abord, l'étude JR2 dont on a bien entendu parler, c'est une cohorte prospective française qui porte sur les grossesses de patientes atteintes de maladies auto-immunes et qui regroupe 76 centres. Ça représentait la grosse majorité de nos données. Nous avons également recueilli les cas recensés par le CRAT et enfin, nous nous sommes appuyés sur un appel national à observation via le CRI afin d'augmenter un peu notre nombre de cas. Les critères d'inclusion étaient donc des femmes enceintes de plus de 18 ans, atteintes de lupus et traitées par belimumab pendant l'année qui précédait la grossesse. Puis nous avons divisé nos patientes en 2 groupes. D'un côté, le groupe BJ+, si le traitement a été poursuivi 3 mois avant la conception, puis pendant toute ou une partie de la grossesse. Et de l'autre côté, on avait le groupe BJ-, si le traitement était interrompu 3 mois avant la conception. Pourquoi avoir choisi ce cutoff de 3 mois? Car il s'agit de la durée qui correspond à 5 demi-vies de belimumab, ce qui est donc la durée nécessaire pour obtenir une élimination complète du traitement. Au total, nous avons inclus 38 grossesses, 28 dans le groupe BELI+, et 10 dans le groupe BELI-. Les caractéristiques initiales de nos patientes retrouvaient un phénotype plus sévère dans le groupe BELI+, avec notamment un taux plus important de néphrite lupique dans ce groupe-là. Il y avait près de 40% des patients dans le groupe BELI+, qui avaient un score SLIC-ACR de dommage qui était supérieur ou égal à 1, et c'était également des patients qui avaient plus souvent recours au traitement antihypertenseur. Ce graphique pour vous montrer en rouge l'exposition au belimumab avant la grossesse et pendant la grossesse. Chaque ligne correspond à une grossesse et la première droite que l'on voit en pointillé correspond au début des différentes grossesses. Et ce que l'on peut voir, c'est que l'on a eu des durées d'exposition au belimumab qui étaient très hétérogènes d'une grossesse à une autre, ce qui reflète les pratiques actuelles, en sachant qu'aujourd'hui, la poursuite ou non du belimumab dépend de l'appréciation du médecin. À noter quand même que nous avons eu 9 patientes qui ont été exposées jusqu'à l'accouchement. Si on regarde maintenant les complications obstétricales, et notamment celles en lien avec une dysfonction placentaire, nous en avons retrouvé au cours de 7 grossesses, 6 dans le groupe BELI+, et 1 dans le groupe BELI-. En ce qui concerne les naissances vivantes et les pertes fœtales, nous en avons retrouvé à des taux similaires dans les 2 groupes, avec un taux de naissance vivante autour de 80% dans les 2 groupes. Nous nous sommes également intéressés aux poussées lupiques pendant la grossesse et dans l'année suivant la grossesse. Et ce que l'on a retrouvé, c'était surtout des poussées de sévérité modérée dans les 2 groupes. À noter néanmoins en bas à droite que dans le groupe BELI-, dans l'année suivant la grossesse, nous avons retrouvé que plus de la moitié des patients dans ce groupe-là avaient présenté une poussée de leur lupus. En ce qui concerne les nouveau-nés, nous avons retrouvé une malformation congénitale majeure dans le groupe BELI+. C'était un canal artériel rétro-œsophagien associé à un arc aortique qui est une anomalie de disposition des gros vaisseaux. La quasi-totalité de nos nouveau-nés avaient des scores d'APGAR normaux, sauf un dans le groupe BELI-.
Et par ailleurs, nous avons retrouvé 2 infections congénitales à CMV dans le groupe BELI+, l'une chez une patiente qui avait poursuivi son traitement pendant toute la grossesse et l'autre chez une patiente qui avait arrêté son traitement au tout début de la grossesse. Et il faut savoir que les 2 nouveau-nés ont guéri complètement et qu'il n'y a pas eu de séquelles par la suite. Nous avons également recensé une infection de cathéter à Staph aureus chez un prématuré du groupe BELI+. Et enfin, nous n'avons eu aucune réaction aux vaccinations dans l'année suivant la naissance de ces nouveau-nés. À partir des résultats de notre étude, nous avons pu déduire que la poursuite du belimumab dans le groupe BELI+ était probablement en rapport avec la sévérité de ces patientes. Nous avons retrouvé un taux de complications obstétricales autour de 21%, ce qui se rapproche beaucoup de ce qui avait été retrouvé dans les 2 grosses cohortes de patientes enceintes lupiques, que sont la cohorte PROMIS, cohorte américaine, et la cohorte française GR2. À noter néanmoins que dans ces 2 cohortes, les populations étaient bien moins sévères que la population de notre étude. Nous avons également remarqué que l'ensemble des patientes qui ont présenté une complication obstétricale présentaient au moins un facteur de risque identifié d'enfer. En ce qui concerne les taux de naissance vivante, nous en avons retrouvé à des taux similaires à ce qui est décrit dans la littérature. Par exemple, dans cette étude de Michel Petri qui s'était focalisée sur les taux de malformation congénitale et de perte fétale chez des patientes enceintes traitées par belimumab, ils ont recensé les cas de 319 grossesses issues des essais cliniques d'un registre qui s'appelle le Belimumab Pregnancy Registry et de déclarations spontanées post-commercialisation. Et ce qu'ils ont retrouvé, c'est un taux de naissance vivante autour de 71%, ce qui se rapprochait beaucoup de ce que l'on a retrouvé dans notre étude. Nous avons retrouvé une seule malformation congénitale majeure et dans la littérature, quelques cas de malformation sont décrits de façon sporadique sans qu'il n'y ait un pattern récurrent ou un mécanisme récurrent de décrit dans la littérature. Enfin, en ce qui concerne les poussées lupiques, nous en avons retrouvé à des taux qui se rapprochent également de ce qui est décrit chez les patientes enceintes lupiques. Il s'agissait surtout de poussées de sévérité modérée, de nouveau chez des patientes qui avaient des facteurs de risque identifiés. Par exemple, dans cette méta-analyse qui est parue en 2024 dans le Lancet et qui reprenait les facteurs de risque de présenter soit une poussée lupique, soit une complication obstétricale, ils ont retrouvé que plusieurs facteurs, parmi lesquels l'hypocomplémentémie, une activité en début de grossesse ou encore un antécédent de néphrite lupique constituaient des facteurs de risque de présenter une poussée pendant la grossesse et c'est en effet des facteurs que nous avons retrouvés dans notre étude. En conclusion, nous n'avons pas retrouvé de surrisque spécifique à la poursuite du belimumab. Ces résultats concordent avec les données qui ont été publiées sur les séries de grossesse lupiques, notamment celles qui étaient déjà connues et exposées au belimumab. Nous n'avons pas pu faire d'analyse comparative parce que nous n'avions pas assez de patients dans notre échantillon, mais ces résultats contribuent à enrichir les connaissances disponibles pour la pratique courante et l'utilisation du belimumab. Je vous remercie pour votre attention.